Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais effectivement vous raconter mon initiative auvergnate. Très difficile de passer en tout dernier alors que je pense que tout a été dit, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une synthèse justement des différentes interventions. Donc, je suis Claire Pralois, psychologue clinicienne, oncopsychologue et fondatrice du pôle santé Magellan. Donc, mon parcours en psychologie clinique et oncopsychologie m'a amené en fin de compte à réfléchir sur la meilleure manière d'accompagner les patients, les personnes, à les aider à trouver en eux des ressources pour faire face à des changements de vie, une maladie, un handicap, mais aussi à mieux appréhender un monde en pleine mutation, marqué par l'incertitude. Cette quête, finalement, m'a amené à élargir ma formation de psychologue traditionnelle, on va dire, vers des approches systémiques et intégratives, en cherchant à promouvoir une santé holistique. Et plus largement, je me suis intéressée aussi à la santé des communautés, des écosystèmes. Et c'est en explorant finalement toutes ces dimensions que je suis un jour tombée sur le donut. Alors pas le truc tout gras, sucré qu'on mange en cachette, hein, mais le concept du donut. J'appuie là, voilà. Donc le donut, c'est un concept qui a été développé par Kat Raworth, une économiste, qui est un cadre qui cherche à concilier les besoins humains essentiels et les limites écologiques de la planète. Ce cadre vise à assurer que les besoins essentiels de tous les êtres humains, tels que la santé, l'éducation, l'alimentation, le logement, sont satisfaits, mais sans dépasser les limites écologiques de la planète. Il vise également à créer un équilibre en fait entre le plancher social, c'est-à-dire les minimums essentiels pour la dignité humaine, et le plafond écologique, c'est-à-dire les limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir pour préserver la planète. Du coup, transposé à l'échelle de l'individu, j'ai réalisé que la santé intégrative participait à ce modèle. C'est-à-dire, pour moi, c'est trouver un équilibre entre les besoins en termes de traitements médicamenteux, chirurgicaux, etc., et le bien-être de la personne, tout en respectant ses limites personnelles pour contribuer à améliorer sa qualité de vie. Alors bon, j'ai pas le temps, mais j'avais imaginé un peu vous faire d'autres liens avec le donuts, mais peut-être une autre fois. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous parler de l'après-cancer, un sujet forcément crucial dans mon expérience d'oncopsychologue. Et j'avais prévu de vous raconter un petit peu les histoires de Mathilde, de Charles et Roger, mais le temps étant compté, on va plutôt faire un survol. Et puis le court-métrage de Jean-Loup Mouisset était tellement beau que je pense que je ne vais pas ajouter beaucoup, mais quand même, justement, ça va être assez en ligne, je pense, avec ce qui a été dit. Les récits de ces trois personnes, finalement, le dénominateur commun, on l'a bien compris, je vous ai laissé peut-être le temps de lire un petit peu, c'est le cancer qui vient marquer une rupture, qui vient heurter la trajectoire de vie de ces patients, sans retour possible en arrière. Et pour essayer de comprendre finalement ce qui se passe émotionnellement pour les patients dans l'après-traitement, j'avais envie de faire quand même un petit retour en arrière jusqu'à ce fameux jour du diagnostic. Donc j'ai fait des petits screenshots comme ça d'éléments que j'ai pu relever à travers des consultations, à travers des échanges, etc. Évoquer, imaginer ce cancer, c'est inévitablement renoncer à une certaine insouciance et c'est entrer dans une problématique de l'incertitude et du danger. Et ça va persister, même après la fin des traitements. À ce moment-là du diagnostic, certains confient « Ma vie a basculé et la mort a déboulé. Tout à coup, c'était possible, on pouvait mourir. Tout à coup, c'était possible, je pouvais mourir. Eh bien, le temps s'est arrêté. Enfin, mon temps à moi. Mais je vois bien qu'il continue pour les autres, et parfois je les déteste pour cette insouciance. Alors, il y a un avant, ça c'est une chose dont on est sûr, et on espère bien qu'il y aura un après. Les traitements vont marquer l'image, vont marquer le corps physiquement, entamer le psychisme. Et le patient est plongé malgré lui dans un tourbillon de protocoles, d'examens, d'hospitalisation. Hier encore, elles étaient pères de famille, secrétaires, retraités dynamiques. Et les voilà, en l'espace de quelques semaines, malades du cancer. Alors, ils se découvrent combattants. Ils déploient des stratégies d'adaptation qu'ils ne soupçonnaient même pas pour faire face aux effets secondaires des traitements. Ils ont tout lu, tout écouté. Ils deviennent des experts de leur propre maladie, connaissent toutes les statistiques. Et si l'être humain a de formidables capacités d'adaptation, cela a un coût.
J'ai un conducteur parce que ça me soutient cette fin de journée. L'après-cancer n'est pas simplement une phase de rémission, on l'a bien compris, je pense, tout au long de ces interventions. C'est un temps de réadaptation émotionnelle et physique qui peut s'avérer être un très très long chemin. Le patient doit réapprendre à vivre avec un corps et un esprit transformés. Il va falloir réinvestir cette vie, prendre l'ampleur du décalage entre ce qui était, ce qui est, et peut-être ce qui ne sera plus. Souvent, les patients comptaient sur le temps. Ils ont tout supporté. Opérations, chimio, rayons, rechimio parfois. Vous allez bien aujourd'hui, affirme le médecin. Alors que le patient, lui, il voudrait une assurance pour demain. Ainsi va persister un sentiment de danger et de vulnérabilité. Et c'est un sentiment qui est renforcé par la perte de ce lien médical, qui était parfois si pesant, faut bien le dire, mais aussi très rassurant. Alors, comment vivre à découvert ? Et là, la désillusion est brutale. Parce que le temps qui passe, ça ne ramène pas vers le comme avant. Mais ça fait réaliser qu'aujourd'hui, il faut s'adapter et accepter cette nouvelle image de soi. Il faut résister à la fatigue qui persiste, aux angoisses qui réveillent la nuit, aux douleurs qui donnent l'impression d'avoir 10 ans de plus. Les troubles psychologiques et somatiques qui peuvent apparaître après le cancer sont nombreux. On l'a vu tout au long de ces journées. Fatigue chronique, syndrome anxio-dépressif, perte d'estime de soi, douleurs persistantes. Tout cela impacte non seulement la qualité de vie, mais aussi la satisfaction par rapport aux soins, l'observance des traitements aussi, et également l'égalité d'accès aux soins. Et donc, je me suis penchée vers cette prise en charge intégrative. Aborder l'après-cancer, c'est commencer un long chemin vers la réappropriation de soi, de son corps. Les difficultés tant somatiques que physiques peuvent émerger très à distance du cancer. Et finalement, durant mon expérience de 10 ans au sein des soins de support du Centre Jean Perrin, j'ai accompagné beaucoup de patients sur le temps de la maladie, sur le temps des mécanismes de défense, sur le temps de l'urgence aussi parfois. Mais une fois la prise en charge terminée à l'hôpital, je me suis moi aussi souvent sentie démunie. Démunie lorsqu'il fallait les laisser repartir seuls et finalement en terre inconnue pour ce qui était des soins complémentaires. Vers qui les adresser, comment s'y retrouver et aussi comment les protéger des dérives sectaires, des risques de dérives sectaires de certaines pratiques. Alors c'est face à ces nombreux défis que je me suis engagée dans la santé intégrative. Et là, clairement, j'ai su que j'avais trouvé mon chemin. En explorant le sujet, j'ai découvert qu'il y avait finalement de nombreuses initiatives. On l'a vu hier avec le film. De nombreuses initiatives qui existaient déjà. Et en fait, ça m'a donné l'énergie d'entreprendre le projet du pôle santé Magellan. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à écrire le projet, clairement, j'étais toute seule. J'osais à peine parler de santé intégrative. J'étais même pas sûre de ma légitimité à créer une telle structure, moi qui suis pas médecin. Mais au fond, j'étais tellement convaincue d'être enfin au bon endroit et en ligne avec les courants humanistes qui se développent un peu partout sur la planète, que j'ai osé. Le pôle santé Magellan est né il y a maintenant 1 an et demi. C'est le premier centre de santé intégrative sur le territoire auvergnat, en tout cas le premier centre identifié en tant que tel. Aujourd'hui, c'est 12 praticiens que j'ai réunis autour de ce projet, une équipe pluridisciplinaire, donc on retrouve des médecins qui ont une approche holistique, des spécialités en homéopathie, en hypnothérapie, des médecins psychiatres, des praticiens de santé, kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes. J'ai oublié de passer ma slide. J'ai oublié diététiciens, infirmières, naturopathes, des praticiens bien-être avec de la réflexologie, de la sophrologie. Tout ça sur un espace d'environ 300 mètres carrés, 9 salles de soins, une salle d'activité. 2024, nous avons commencé nos premiers parcours de soins intégratifs co-construits avec le patient. C'était vraiment la volonté de ce pôle santé pour faire vraiment la différence entre un centre pluridisciplinaire et une juxtaposition de cabinet. Et cette volonté de co-construire des parcours, de coordonner cette santé intégrative. Je me suis inspirée des parcours intégratifs proposés à l'Institut Raphaël. Je suis allée rencontrer Alain Toledano, qui m'a inspirée aussi, bien sûr.
Et aujourd'hui, on a cette possibilité donc de proposer des parcours intégratifs. Faut savoir que ce projet, il a été financé entièrement en fonds propres. La première année, je n'ai pas bénéficié de soutien financier. Donc, le principal frein, c'est le reste à charge, qui était encore très important pour les patients qui s'inscrivaient dans les parcours intégratifs, qui s'inscrivent. Alors, pour aller plus loin, on a créé l'association du pôle santé Magellan. Je reviendrai après. L'association du pôle santé Magellan, qui s'appelle le FARDIGI, pour rendre les soins plus accessibles grâce aux dons, subventions qu'on commence à récolter. Et notre objectif est de pouvoir offrir dès 2025 des parcours intégratifs post-cancer dans un premier temps, qui seront largement pris en charge. Donc nos parcours proposent des soins individuels, des ateliers de groupe, et ça va nous permettre de financer une partie de ces soins. Voilà. Notre association, le FARDIGI. Alors tout ça, ça montre quoi, finalement, cette initiative, cette aventure? Ça montre qu'on commence à croire en nous, finalement, et que c'est aussi le signe que la santé intégrative, qui n'était encore qu'une rumeur inaudible en Auvergne quand j'ai commencé à écrire mon projet, est en train de se transformer en un super élan collectif, un véritable mouvement qui se déploie, se relie aux autres initiatives en France, pour former un réseau qui grandit et qui nous inscrit dans le changement de paradigme de la médecine. Et c'est comme ça qu'ici en Auvergne, le réseau de santé intégrative Auverint est né. Et je laisserai dans quelques minutes la docteure Déborah Pousset, la présidente, vous présenter. Mais avant de lui laisser la parole, j'avais envie de vous lire un petit extrait d'un livre qui m'a inspirée. Alors ça s'appelle Les Utopiennes, des nouvelles de 2043. Donc ce sont des nouvelles d'auteurs qui ont projeté leur utopie pour dans 20 ans, en 2043. Et j'ai sélectionné un petit extrait, vous allez voir. Alors dans cet extrait, un journaliste interviewe Léa Charbil, qui est médecin, généticienne, spécialisée dans le domaine de l'épigénétique et qui est responsable devant l'Assemblée citoyenne et le comité du bien-être commun du ministère de la Santé intégrale et de l'écologie intérieure. Nous sommes en 2043. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par la médecine intégrative? Alors, il faut savoir que le regard scientifique s'est totalement ouvert en revenant aux fondamentaux. Comme le disait déjà Hippocrate, la guérison vient avant tout de l'intérieur. La médecine intégrative est une médecine de corps et d'esprit qui ne sépare pas les deux et qui a intégré très tôt ce qui est aujourd'hui communément appelé la psycho-neuro-endocrinologie. C'est la médecine qui étudie le pouvoir de nos émotions, de nos pensées, de nos spiritualités sur notre état biologique. Comme évoqué plus tôt, c'est une médecine qui réconciliée, qui n'oppose pas la technologie de pointe et les approches complémentaires. Elle utilise le meilleur de l'intelligence artificielle, comme en témoigne aujourd'hui le développement de la médecine quantique, tout en intégrant des savoirs et des traitements ancestraux. Un peu plus loin. Mais alors, comment a pu s'imposer finalement assez vite cette nouvelle médecine que nous connaissons aujourd'hui? La révolution s'est faite par l'éducation. Le premier point fondamental a été le renouvellement de l'enseignement dans les facultés de médecine. Au-delà des connaissances techniques, il a fallu vraiment réapprendre aux médecins les soft skills indispensables à l'art que constitue la médecine, c'est-à-dire les notions de ressenti et d'intuition, ainsi que l'écoute profonde et empathique à apporter aux patients. Le travail visionnaire et pionnier du docteur Thierry Janssen fut essentiel à ce développement. L'école de la posture juste, qu'il avait créée en 2015, a servi d'exemple pour la refonte complète des facultés de médecine. Lorsqu'en 2030, après le scandale des Medical Papers, on décida de remettre à plat le système médical global. La deuxième décision déterminante fut d'enseigner aux enfants ce que signifie être en bonne santé et de leur transmettre les pratiques simples et quotidiennes pour y parvenir. Après ces 20 années de révolution médicale, quelle est votre vision du futur? Ce qui me réjouit le plus, c'est ce nouvel état de conscience à la fois des soignants et des patients. Les changements profonds mis en place dans l'éducation ont permis l'émergence d'une société beaucoup plus respectueuse de la vie. On a renoué dans les universités et les écoles avec cette phrase tellement belle: apprendre pour comprendre et comprendre pour aimer.
C'est pour moi l'essentiel, car je pense que la meilleure des médecines est celle du cœur. C'est l'organe central, on le sait. Il diffuse l'information et la vibration la plus élevée et la plus harmonieuse, et donc la plus soignante. Alors oui, je pourrais vous parler des progrès techniques qui se profilent à l'horizon, de notre capacité à créer des lits qui soignent tout seuls, rien qu'en modifiant le champ informationnel des patients. Je pourrais vous parler également de la génétique quantique et de ses avancées sur ce qu'on appelle l'ADN fantôme, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le cœur, au sens propre comme au sens figuré. L'utopie d'une médecine plus humaine. Oups. Juste pour conclure, du coup, je me disais que l'utopie d'une médecine plus humaine, plus intégrative, elle est déjà en marche. Je crois qu'ensemble, on contribue à sa réalisation. Et moi, je suis assez convaincue qu'on nous y parviendrons avant 2043. Merci beaucoup, Claire. Je vais vous laisser passer le micro à Déborah et Maryse qui vont nous parler, nous présenter le collectif Overint. Merci Claire. Je ne sais pas si je vais réussir à parler après toi, parce que ton texte, voilà, ça a vraiment résonné tant avec mon parcours que, voilà, bon, j'ai mon cœur qui bondit dans ma poitrine là. Je vais m'ancrer, je vais ouvrir mon premier chakra, ça va aller. Je vais te murmurer à l'oreille. Donc, je suis Déborah Poussé, je suis médecin généraliste de formation initiale et donc j'ai suivi tout un parcours de formation complémentaire pour trouver du sens à ma pratique parce que je me suis beaucoup questionnée tout au long de mes études. Et donc, j'ai été rencontrer aussi Thierry Janssen avec qui j'ai partagé 4 années, notamment. Je me suis formée à la phytothérapie et à l'hypnose. Bref, je propose des consultations de médecine intégrative au sein du pôle Santé Magellan depuis 1 mois et demi maintenant. Voilà, et donc c'est un automne qui pour moi est très dynamique en termes de santé intégrative, puisque j'ai aussi rejoint le collectif Overint et c'est vraiment une joie et vraiment beaucoup d'enthousiasme. Mes collègues pourront en témoigner. Faut me freiner un petit peu parfois. Donc bref, j'ai assez parlé de moi. Overint donc a pour mission principale de promouvoir la santé intégrative, la médecine et la santé intégrative sur tout le territoire auvergnat, donc les 4 départements, avec 3 axes qui vont être le soin, l'éducation et l'enseignement et la recherche. On développera un petit peu plus tard. Je voulais vous faire un petit point d'historique et dire qui on est. Donc c'est une initiative vraiment collective avec à la fois des patientes, des professionnels de santé, des entrepreneuses inspirées et inspirantes, et donc des professionnels de santé, des médecins notamment, d'anciens cadres de santé, une professeure habilitée à diriger des recherches. Enfin, on est un panel assez intéressant pour construire et avancer dans tout ça. Et notamment des professionnels qui exercent au sein de 3 structures principales de soins de Clermont, que sont le CHU, le Pôle Santé République et le Centre Jean Perrin. Voilà, pour qui on est. Oui, on va promouvoir vraiment sur toute la région. Ensuite, peut-être Maryse, tu veux développer un peu les missions et nos valeurs? Ok, alors... les valeurs, vous les avez comprises, je pense, tout au long de la journée et toutes les présentations, c'est vraiment de promouvoir le « et ». C'est vraiment la médecine conventionnelle et toutes les approches complémentaires. C'est de faire le lien entre les professionnels, les partenaires, les patientes, les aidantes, voilà, et de pouvoir être une ressource pour tous ces intervenants, pour tous ces adhérents, adhérentes. Voilà. Du coup, j'étais déconcentrée, mais je vais retrouver mon fil. Donc, on s'adressera aux patients, aux patientes, aux aidants, aux aidantes, aux professionnels de santé et aux praticiens d'approche complémentaire également.
L'idée pour proposer donc les trois piliers dont je vous parlais, les soins, ça va être de pouvoir permettre aux patients sur l'ensemble du territoire de pouvoir accéder à des parcours de soins intégratifs à proximité de leur domicile, et donc de recenser les professionnels et de soins dans toute la région. Et on va être particulièrement rigoureuse sur les adhésions. Voilà, parce qu'on est, encore une fois, il va falloir s'engager à respecter ce lien, et cette complémentarité entre les soins conventionnels et le complémentaire, avec le patient qui est bien sûr acteur de sa santé. On a un rêve qui est de créer un lieu qui s'appellerait la Papothèque et qui pourrait accueillir voilà tous ceux à qui on s'adresse pour se réunir, pour échanger, pour se découvrir, se rencontrer, partager du savoir, de la connaissance, accompagner, partager des besoins aussi, et puis faire rayonner toute cette approche. Voilà. Et puis ensuite, on est aussi preneurs et preneuses. Tout va se construire ensemble. Donc avec vous qui nous rejoindrez, avec vos motivations, avec vos besoins, et si on est nombreuses, on pourra co-construire quelque chose d'assez intéressant, d'assez ambitieux, enfin, d'assez utopique aujourd'hui, mais qui ne le sera pas demain. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Bon. Merci Maryse, un petit mot de conclusion, puis on fera revenir tous nos intervenants après pour une petite séance de questions-réponses s'il y en a. Moi, je vais dire quand même un petit mot, puisque je savais pas que j'intervenais là, donc j'ai rien préparé, mais c'est pas grave. J'ai été cadre de santé pendant très longtemps. J'ai fait 30 ans de soins palliatifs. J'ai été très frustrée de pas pouvoir offrir plus dans les services, d'autant que je suis pas une jeune fille et que j'ai commencé ma carrière d'infirmière en plein sida, et le soin palliatif on n'en parlait pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai vu en 44 ans des choses qui ont éclos là, et effectivement, même après en oncologie, puisque j'ai travaillé à Jean Perrin, pouvoir offrir des soins de support aux patients, ça passe toujours par le nerf de la guerre. Ben voilà, faut aller réclamer de l'argent. La direction nous dit toujours qu'il n'y en a pas. Effectivement, c'est pas financé par l'ARS, sauf le panier de socle. Et c'est vrai que du coup, moi, comme je suis une impatiente, ben voilà, donc ça ne m'allait pas du tout et j'étais vraiment très frustrée. J'ai eu une fin de carrière assez bien, puisque je suis partie comme responsable d'EHPAD et que là j'ai pu développer, puisque tu disais que la créativité, donc ça m'a parlé, parce qu'effectivement moi aussi je venais du soin, donc le budget c'était une chose, mais ce qui m'animait le plus c'était les résidents, c'était être là pour eux et mettre quelqu'un debout qui est dans un fauteuil roulant depuis, enfin même dans un fauteuil coquille, depuis, on va dire 3 ans, hein, prendre cette personne dans mes bras et la faire danser, c'est, voilà, et ça fait pleurer, ça faisait pleurer le personnel qui était à côté en disant mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Et effectivement, après, en donnant l'exemple, on a fait de belles choses. Bon, malheureusement, le Covid est arrivé. Ça a été moins, enfin, voilà, avec tout ce qu'on sait de compliqué dans les EHPAD. Je suis partie un peu en burn-out, à la retraite, et je me suis dit, il faut que je continue dans cette relation d'aide parce que c'est vraiment ce qui me colle à la peau. Et là, je me suis formée en danse de plein potentiel, hein, danse art thérapie. Et bien sûr, j'ai rencontré Joël Fleury
même si on se connaissait déjà, puisque on se voyait des fois sur des congrès. Et là, alors, l'aventure est arrivée. Il m'a embarqué à l'Oasis des Dômes, faire danser des patientes. J'en rêvais, je le fais. Et après, effectivement, il nous a proposé de monter ce collectif Overint, dans lequel on est embarqué. C'est une aventure, mais extraordinaire. Et de voir ce film hier, waouh, je me suis dire qu'il y a 15 ans, j'étais dans mon petit bureau à Jean Perrin et je me disais, oh là là, mais je rêverais d'un bâtiment où on offrirait plein de soins de support. Et ben voilà, le pôle Magellan l'a fait, on y est, et tout va très vite. Et voilà, je suis très très optimiste parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est Noël quoi. Merci Joël. Je voulais juste préciser qu'on s'adressera pas que à l'oncologie intégrative, y compris à l'oncologie intégrative, mais en tant que, avec ma vision de médecin généraliste, je vois qu'il y a plein d'autres patients et patientes à qui on peut s'adresser en fait, et qui ont besoin en fait de cette approche intégrative, que ce soit les maladies chroniques, les douleurs chroniques, la prévention primaire. Et puis j'en oublie sûrement, mais la périnatalité, la pédiatrie, la santé mentale. Voilà, donc l'idée c'est qu'on aura besoin d'être nombreuses pour pouvoir déployer tout ça sur tout notre territoire. Merci beaucoup, mesdames.